Et bonjour à tous, moi c'est Laurent et aujourd'hui on se retrouve pour un petit décortiquage graphique du nouveau logo d'Asmodee. Vous l'avez peut-être vu passer, il a été dévoilé récemment avec un rebranding assez radical. Mais est-ce que cette nouvelle identité tient vraiment la route ? On va analyser ça ensemble avec un œil critique, technique et un peu passionné aussi, puisque si vous ne le savez pas, je suis passionné de jeux, ma compagne tient un café-jeu où je passe pas mal de temps aussi. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de prendre un peu de recul pour analyser cette nouvelle identité, voir ce qu'on a gagné et ce qu'on a perdu, et ce que personnellement j'aurais fait un petit peu différemment. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Asmodee est un éditeur de jeux fondé en 1986. La société édite et distribue principalement des jeux de société, des jeux de cartes à collectionner et des jeux de rôle. Le nom d'Asmodee a une origine biblique, c'est le nom d'un démon. Dans leur tout premier jeu de rôle, coécrit par Croc et le fondateur d'Asmodee, Marc Nunes, Asmodee était le démon du jeu. C'est donc un clin d'œil assumé à cet univers que Marc Nunes a voulu faire en reprenant ce nom pour sa société. On commence par un petit rappel historique. Voici les 3 logos qu'a connus Asmodee depuis sa création. Le premier logo, apparu au début des années 90, affichait une identité avec un fond rouge-brun et des formes superposées qui évoquaient clairement des cartes ou des tuiles. Une manière très graphique de représenter l'univers du jeu de société, même si le style faisait un peu amateur avec ses sourires et mains copier-coller. Puis en 2017, l'agence Ava Paris a proposé un rebranding plus moderne, tout en gardant cette idée de superposition de cartes. On y trouvait 3 formes de cartes colorées mélangées en mode produit ou superposition, où les couleurs changent à leur intersection, et une carte blanche au-dessus portant le nom Asmodee. Elle avait donc une réelle continuité, on retrouvait l'aspect des 3 cartes. Ce logo restait très visuel, très coloré et exprimait bien le côté ludique de la marque, tout en amorçant une volonté de rationaliser l'identité visuelle. En 2025, Asmodee passe à un logo beaucoup plus sobre, qui tranche avec ses prédécesseurs, avec une forme noire en isométrie, une typographie sans fioritures et une baseline en anglais, Inspired by Players. Et ce manque de couleur dans le logo, ils ont choisi de le compenser par une triadique jaune-rouge-bleu, présente davantage dans la charte et dans les logos de déclinaison. Ici, petit focus sur la perspective choisie pour le logo. Vous l'avez peut-être remarqué, on est sur une perspective isométrique. Les lignes de fuite sont parallèles, il n'y a pas de point de fuite, donc pas de profondeur réaliste. Ce style graphique existait déjà depuis les années 80 dans des jeux comme Zaxxon ou Knight Lore. Et si on remonte encore, l'isométrie vient du dessin technique. Ingénieurs et architectes l'utilisaient depuis le 19e siècle. Ce n'est donc pas un hasard si cette perspective s'est imposée plus tard dans le jeu de société. C'est clair, stable, lisible et parfait pour modéliser un monde en miniature. Alors oui, je l'avoue, ça me déroute un peu de ne pas avoir de point de fuite. J'ai beaucoup travaillé la perspective, merci à Françoise Bernicot, et j'ai aussi passé pas mal d'heures sur SolidWorks, où j'active systématiquement le rendu en perspective réelle. Donc forcément, cette vue rigide et sans profondeur, au début, ça me fait un peu tiquer. Mais je reconnais qu'il y a une vraie cohérence graphique entre cette vision isométrique et l'univers du jeu de société. Et ça, c'est plutôt bien vu. Pour retravailler le logo, je me suis donc rendu sur la page Asmodee de Wikipédia. Ici, on peut y télécharger le logo au format SWG. Et c'est là que je remarque un premier problème, car il n'y a pas le trading mark présent sur ce logo, le petit R à côté du E, qui signifie que la marque est déposée. Mais bon, ce n'est pas très grave et je l'ouvre tout de même sur Illustrator. Et c'est là que j'ai remarqué quelques petits problèmes. Lorsque je l'ouvre sur Illustrator, les tracés ne sont pas tous joints. Je m'explique. Puisque ici nous avons une épaisseur, j'ai voulu reproduire cette épaisseur manuellement à partir du tracé intérieur. Et je me suis aperçu qu'il y avait des petits problèmes de points qui n'étaient pas liés les uns avec les autres. Par exemple, ici, ce point-là, il n'y a pas de jonction. On voit que la ligne n'est pas bleue. Pas de jonction ici. Pareil, ici, nous avons une jonction qui n'existe pas. Également sur les hauts, voilà, c'est ici.
ici, nous avons une jonction qui n'a pas été faite. Et ici également, nous avons enfin une dernière jonction qui n'a pas été faite. Donc voilà, il y a ces petites erreurs-là, et il y en a une autre. C'est que, regardez, lorsqu'on réalise un contour extérieur, bon là évidemment on ne peut pas le faire puisque les tracés ne sont pas joints, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Hop. D'ailleurs, une fois qu'on fait ça, on s'aperçoit des erreurs. On les voit tout de suite puisque ici, on voit que la ligne n'est pas correcte. Et ici aussi, on voit qu'il y a un petit manque. Donc, lorsqu'on fait ça et qu'on augmente la taille, on se retrouve avec ce genre de situation. Il y a un espace blanc ici. Et cet espace blanc, il n'a pas été supprimé lors de la vectorisation et de l'exportation finale du logo. Bon, ça, on peut le voir ici. Voilà. Lorsqu'on sélectionne avec la flèche blanche et qu'on zoome bien, on a un tout petit trait qui est en fait le résultat de cette vectorisation non finalisée. Donc voilà, ce petit point, il mériterait d'être supprimé pour éviter les erreurs. Alors, j'entends déjà certains dire « Oui, mais là, Laurent, tu chipotes, ça ne se voit pas à l'œil nu. » Et c'est vrai, personne ne le remarquera visuellement, tant que les points sont suffisamment proches, cela ne nuit généralement pas à la qualité du rendu final. D'un point de vue purement graphique, ce n'est donc pas forcément problématique. En revanche, dans certaines situations techniques ou industrielles, comme la découpe via un plotter ou l'export vers les formats destinés à la découpe laser, un tracé non fermé peut entraîner des erreurs. Le chemin peut s'interrompre, ou la lame ou le faisceau laser peut ne pas suivre correctement le tracé. Ces cas restent évidemment très spécifiques, mais ils montrent pourquoi il est important de prêter attention à la structure des tracés, surtout lorsqu'un logo est destiné à être décliné sur des supports physiques ou intégré dans une chaîne de production. Dans tous les cas, je pense qu'il ne s'agit pas là de la forme finale du logo, puisque le registre de trademark est absent. Je suppose que l'agence Carré Noir a corrigé ces détails techniques dans sa version définitive. Passons maintenant à un petit détail typographique, la version abrégée du logo avec uniquement le A. Et là, petit souci, la profondeur ne colle pas avec la face, et ça se voit à 3 niveaux. D'abord, la largeur de la partie inférieure du A est identique à celle du devant, sans tenir compte de l'épaisseur du contour. Ce n'est pas logique en termes de volume. Ensuite, à l'arrière, le A présente des angles arrondis, alors que le A de devant est plus anguleux. Et enfin, il manque une arête de profondeur, ici, ce qui donne une impression incomplète. Mais ce n'est pas tout, dans ces versions abrégées, le A utilisé n'est pas rigoureusement identique à celui du logo principal. On observe une légère déformation, probablement involontaire, mais qui crée une petite incohérence visuelle. Ce n'est pas dramatique bien sûr, mais pour moi, qui suis un peu tatillon, je trouve ça dommage. Là encore, sur la profondeur du dé, on a un petit détail technique, c'est que nous avons l'arrondi qui commence à la profondeur du dé, alors qu'on ne devrait pas l'avoir, puisque la profondeur est beaucoup plus grande que ça. On devrait juste avoir une ligne droite qui se prolonge dans le haut. Et le français dans tout ça. Un autre point qui m'a un peu dérangé, la baseline Inspired by Players, entièrement en anglais. Alors bien sûr, Asmodée a aujourd'hui une dimension internationale, mais n'oublions pas que c'est une entreprise française à l'origine. Et dans un secteur comme le jeu de société, où l'identité culturelle a du sens, une baseline en français aurait, à mon sens, été un véritable atout. D'autant plus à une époque où le consommé français reprend de l'importance, pas seulement dans les achats, mais dans toute une démarche de valeur et de proximité. Une version française de la baseline aurait donc été la bienvenue, accompagnée bien sûr d'une déclinaison anglaise réservée aux produits à l'export. Le choix de l'anglais est compréhensible, mais je le trouve un peu maladroit. Surtout quand on affiche une promesse aussi directe que inspirée par les joueurs. Dans ce contexte, les joueurs francophones risquent de ne pas se sentir concernés. Et je pense que j'irai même un peu plus loin en proposant inspiré par nos joueurs. Une tournure simple, inclusive, qui renforce le sentiment de communauté. Alors, on a perdu, mais on a aussi gagné. Au fil du temps,
on a quand même perdu pas mal de choses dans l'identité graphique d'Asmodée. Au départ, on avait un accent dans Asmodée Édition, qu'on a perdu en devenant Asmodée, sans doute pour une consonance plus internationale. On avait aussi des majuscules, qui signalaient clairement un nom propre. On a perdu le français, avec cette baseline en anglais, Inspired by Players, et surtout, on a perdu en couleurs. Et pourtant, il y avait du choix. Les 2 premiers logos étaient riches visuellement en couleurs. Mais alors, qu'est-ce qu'on a gagné en contrepartie? Eh bien, une identité plus sobre. Est-ce que c'est une bonne chose? Dans l'univers du jeu, je dirais que oui. Je comprends la réflexion derrière ce choix, et la stratégie de l'agence Carré Noir me paraît plutôt intelligente. Ils ont opté pour une typographie neutre, sans émotion, un peu à la Arial, justement pour ne pas faire d'ombre aux jeux eux-mêmes. Car quand on vend un jeu de société, chaque boîte a déjà sa propre direction artistique. Imposer une identité visuelle trop forte d'Asmodée au-dessus, ce serait créer une double lecture, une confusion graphique. Donc rester sobre, noir, discret, c'est une manière de mettre en valeur le produit, pas l'éditeur. Et ça, c'est une démarche qui demande de la retenue, et même une certaine forme d'humilité de marque. Toutes les marques ne sont pas capables de ça. Le logo actuel, en bas à droite d'un packaging, c'est une signature propre, discrète, parfaitement lisible. Pris seul, ok, il est pas très fun, on pourrait s'attendre à plus de couleurs, de la part d'un éditeur de jeux de société. Mais dans un contexte packaging, avec direction artistique, ce logo signature soft, c'est juste parfait. Voilà, j'ai pointé les faiblesses techniques, mais il faut aussi reconnaître une stratégie de marque très bien pensée. Alors voilà, qu'est-ce que moi j'aurais proposé? Eh bien là, je ne suis pas reparti d'une page blanche ou du logo précédent, parce que malgré quelques petits couacs, comme je viens de vous le dire, ça fonctionne quand même très bien. L'idée ici, ce n'est pas de tout jeter pour refaire à ma sauce, mais plutôt d'explorer quelques pistes graphiques en gardant l'esprit du logo actuel, tout en corrigeant les détails que j'ai soulevés tout au long de cette analyse. Voici maintenant une comparaison entre les 2 versions que j'ai réalisées. J'ai donc travaillé un A en majuscule, la profondeur du D qui posait problème, une perspective avec point de fuite, une baseline en français, et bien sûr des couleurs. Des couleurs qui s'inspirent directement des anciens logos, comme un clin d'œil assumé à l'ADN historique d'Asmodée. Parmi ces pistes, je trouve que le marron profond du premier logo fonctionne particulièrement bien. C'est une sorte de retour aux origines, un rappel sobre mais fort, une manière de dire on sait d'où on vient, sans que la couleur soit trop flashy pour rester discrète sur les packaging. Et à l'inverse, le violet mystique marche aussi très bien. Il parle aux joueurs, aux streamers, on pense tout de suite à Twitch. Mais aussi une couleur associée à la magie, au rêve, à l'imaginaire. Un choix tout à fait cohérent avec l'univers ludique. Ce sont selon moi des pistes qui auraient pu redonner de la personnalité au logo sans sacrifier sa modernité. Voilà pour cette petite analyse du logo. En résumé, ce rebranding nous offre un logo certes un peu sobre, mais intelligent dans sa stratégie, surtout dans le contexte du packaging, où chaque jeu possède déjà sa propre direction artistique. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager, ou même à me proposer d'autres logos à analyser en commentaire. Merci. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.